Bon, est-ce que ça va bien déjà? Ouais. Est-ce que vous m'entendez bien aussi? Au fond, ça va? Dites-le maintenant parce que sinon ça sera trop tard. Ok, super. Donc déjà, bonsoir à tous. Moi je me présente, je m'appelle Arthur. Bonsoir Arthur. Merci. Comment tu t'appelles? Spain. Blablabla. Et donc avec Guillermo et Charles qui vient de me rejoindre, on fait partie d'une compagnie qui a un but en même temps très simple et très beau dans la vie. C'est celui de vous faire écouter, vous faire aimer, et peut-être même un jour, et c'est dans le fond ce qui nous ferait le plus plaisir, à vous faire vous aussi raconter des histoires. Et pour ça, partout on nous appelle, dans les théâtres, dans des musées, dans les cathédrales même apparemment, des histoires, on en raconte. Et là ce soir, sur le toit de l'Europe, au Mont Blanc, à Saint-Gervais, on est très content d'être là. Et donc, comment vous dire? Bon, on est quand même des gens, on n'a pas l'air comme ça, surtout avec ce genre de pull, mais on est quand même des gens assez sérieux. Non mais sur toi il doit être magnifique. Sur toi il est magnifique, bon. Il y a de la place. Il y a un peu de la place pour deux, quoi. Mais bon, c'est pas grave, je me sens très... Il y a des bonnes ondes. Très bonnes ondes. Et du coup, on avait quand même un peu bossé notre truc, on est un peu sérieux, on nous a dit thème, arbre, nature, tout ça, donc on est arrivé avec des idées comme ça, bien arrêtées en tête. Puis après, on était un petit peu comme vous, on a entendu Étienne, et puis là... on est sorti de là complètement ruiné, avec une espèce d'énorme gueule de bois. Alors, qu'est-ce qu'on peut raconter après ça, quoi? Et donc bon, comme à chaque fois qu'on a un petit coup de mou, comme ça, on s'est recentré sur nous-mêmes, on a dit on va prendre une bière, on va se détendre. Donc on a pris une petite bière. Voilà, lui il a sa drogue, lui, voilà. Au dopage, quoi. Donc on nous amène une petite bière. Et là, dans ma bière, moi je m'apprête à la boire et je vois que je suis pas tout seul. Je vois que dans la bière, il y a une petite guêpe comme ça, qui se sert, quoi, tranquillement. Je lui dis excuse-moi, bon, ok, tu es chez toi, mais j'étais là le premier aussi bien, donc si tu veux, on peut partager. On n'a pas rien sans rien dans la vie, donc si tu veux un petit peu de bière, tu me donnes quelque chose en échange. Et là, croyez-le ou non, mais cette petite guêpe de rien du tout, elle m'a raconté une histoire. Et je propose de commencer par cette histoire-là ce soir. Et donc, grosse surprise, cette histoire, c'est l'histoire d'une guêpe. Donc imaginez là, c'est simple, hein, c'est une guêpe avec un corps de guêpe, des petites pattes de guêpe, des ailes de guêpe, une taille de guêpe. Bref, la guêpe standard, quoi. Et pourtant, au fond d'elle, elle le sent. Elle a un cœur de papillon. Et tous les matins, comme ça, quand elle se lève et qu'elle se regarde dans le miroir, c'est lui qu'elle voit. Un superbe papillon multicolore. Alors évidemment, sa vie n'a qu'un seul but. Devenir ce papillon. Et comme ça, dès qu'elle en voit un, elle s'approche de lui, elle essaye de devenir son ami, elle lui suit partout, elle lui montre les meilleures fleurs à butiner, comme ça, dans la prairie. Seulement vous, des gens de la montagne, vous savez ce que c'est. Vous êtes à peu près informés. Vous savez donc que rien n'est plus fermé que le cercle des papillons multicolores. Et à chaque fois qu'elle s'approche d'eux, ils lui répondent la même chose. Un papillon est un papillon, une guêpe reste une guêpe. Va-t'en. Pourtant, comme vous le savez également, j'imagine, rien n'est plus têtu qu'une guêpe. Alors elle s'obstine, jour après jour, elle recommence, persuadée qu'un jour, c'est sûr, sa stratégie finira par payer. Et effectivement, un soir, elle est convoquée au cercle des papillons multicolores. Et là, elle se retrouve comme ça, face à la grande assemblée de tous les papillons du monde. C'est très impressionnant. Ils sont tous là. Ils la regardent comme ça en battant des ailes et ça fait un petit bruit. Et au milieu, il y a les vieux papillons. Ceux qui ont des antennes blanches. Et les vieux papillons la regardent et lui disent: un papillon est un papillon, une guêpe reste une guêpe. Mais, pour toi, nous sommes prêts à faire une exception. Es-tu prête à passer l'épreuve? Oui! Bien. Demain soir, tu iras à la ville. Et tu nous en rapporteras toutes les lumières.
Pas évident. Hein. La guêpe réfléchit, elle retourne le truc toute la journée dans sa tête, et puis au soir, pas folle la guêpe. Elle a son plan. Quand la nuit est tombée, qu'elle est bien noire, elle s'envole. Et elle vole comme ça jusqu'à la nuit. Et la première lumière qu'elle aperçoit, c'est celle d'un lampadaire, orangé, vacillant. Alors elle s'en approche, elle en fait le tour, elle l'observe comme ça sous toutes les coutures, et puis, hop, elle la mémorise. Et elle passe à la lumière suivante. C'est la vitrine d'un grand magasin, blanche, étincelante. Alors, elle aussi, elle la regarde, sous toutes les coutures, et hop, elle la mémorise aussi. Et ainsi de suite, de lumière en lumière, sans en oublier aucune. Au petit matin, elle est de retour parmi les papillons, qui l'attendent comme ça avec un petit sourire. Alors, tu nous rapportes toutes les lumières? Mais parfaitement. Et là, elle leur raconte. La première lumière, c'est celle d'un lampadaire, orangé, vacillant. La deuxième lumière, c'est la vitrine d'un grand magasin, blanche, étincelante. Et ainsi de suite, comme ça, elle leur raconte chacune des lumières, dans tous les détails, sans en oublier aucune. Et quand elle a fini, ah voilà, ça y est, je vous ai ramené toutes les lumières de la ville, je suis donc un papillon, n'est-ce pas? Non. Non, car nous, vois-tu, les vrais papillons, nous portons en nous une folie, une passion, un élan fou. La lumière, vois-tu, elle nous attire, elle nous fascine. Et puis, elle nous consume. Si tu avais été un vrai papillon, tu ne serais jamais revenu. Un papillon est un papillon, une guêpe reste une guêpe. Va-t'en. Et voilà. Non, mais, je vous rassure, ça ne pouvait pas se finir comme ça. Non, mais moi, la guêpe, quand elle a fini comme ça, je suis désolé. Enfin, c'est nul. Enfin, c'est trop triste, quoi. Donc on en a reparlé tous les trois, puis on s'est dit, non, là, il faut faire un effort, il faut rajouter quelque chose. Et donc on s'est autorisé à ajouter à l'histoire de la guêpe un petit épilogue. Dans lequel la guêpe se retourne vers tous les papillons. Elle les regarde comme ça, un par un. Et puis, elle leur fait un grand doigt d'honneur, ben oui. Mais parce que justement, c'est faux. C'est exactement le contraire. La lumière, la poésie, les rêves, les histoires, ben, c'est pas fait pour nous brûler les ailes, mais au contraire, pour les faire grandir. Et c'est pour ça que justement ce soir, on va vous raconter des histoires. Bonsoir. La seconde histoire de ce soir, c'est l'histoire de Mère Misère. Et Mère Misère, elle est seule. Et elle avance toujours tout droit sur son chemin dans la montagne. La Mère Misère, elle est vieille, elle est fatiguée, avec son long bâton et son dos courbé, avec son baluchon et sa peau toute fripée. Et c'est seulement lorsqu'elle se pose, comme ça au bord de la falaise avec les pieds dans le vide, elle regarde le paysage. Elle y repense. Elle repense à sa vie d'avant et aux joies d'antan. Parce qu'elle n'a pas toujours été vieille, la Mère Misère, non. Avant, elle était jeune. Elle était grande. Elle était belle, elle était fière. Et elle allait de village en village dans la vallée pour raconter le courage de ces hommes qui affrontent la mort en haut des sommets, là-haut. Et puis aussi, elle sublimait la tristesse des veuves. Voilà, et donc, maintenant, la mort, elle ne la chante plus, elle la fuit. Et elle la fuit en avançant toujours tout droit sur son chemin dans la montagne. Et on lui a dit qu'au bout de ce chemin, il y avait un village, le village de Saint-Gervais. Et que là-bas, sûrement, elle pourrait trouver un refuge pour... bon, finalement, elle ne demande pas grand-chose, elle, hein, seulement un toit pour vivre à l'abri de la faim, de la pluie et de la mort.
Alors elle marche longtemps, et elle finit par arriver à la première porte du village de Saint-Gervais. Ici la mère Misère. Je viens demander l'aumône à votre bon cœur et je peux vous chanter une petite chanson si vous voulez. Pas de réponse. Elle toque à une deuxième porte et là, pas de réponse non plus. Une troisième, une cinquième, une dixième et pas de réponse. Et c'est seulement lorsqu'elle arrive chez le cordonnier que... T'es qui, toi? Oh, t'es pas d'ici? Qu'est-ce que tu veux? Encore une qui veut voler notre travail et notre pain? Va-t'en! Va-t'en, sorcière! Mère Misère, elle répond pas. Elle récupère seulement son baluchon et elle continue sa route. Et la route, elle l'amène dans les hauteurs qui surplombent Saint-Gervais et là, elle découvre un arbre magnifique, un immense poirier quasiment aussi vieux qu'elle. Alors elle s'assoit juste à côté de son tronc et c'est décidé, c'est là qu'elle s'installera. Et notre mère Misère, maintenant vous la connaissez, vous savez qu'elle est vieille, vous savez qu'elle est fatiguée, mais elle est également déterminée. Alors mois après mois, elle construit sa petite cabane, elle prend soin de son petit potager, puis elle mène sa petite vie. Puis elle est bien. Après les longues journées de labeur, elle se cale comme ça, le dos contre le tronc du poirier. Et tous les deux, ils passent une belle soirée ensemble. Et elle allume l'odeur là. L'odeur du soir et cette odeur de poire. Mais pour la mère Misère, il y a encore une chose qui lui pourrit sa vie. Ce sont ces 3 satanés gamins. On ne sait pas trop d'où ils viennent. Certains disent de Chamonix. Apparemment. Je sais pas. Mais en tout cas, ces 3 satanés gamins, ce que l'on sait, c'est que tous les matins, ils grimpent la montagne. Ils sont tapis comme ça dans les herbes, ils attendent qu'elle ait le dos tourné, puis ils escaladent le poirier, et là ils chopent toutes les poires dès qu'elles sont mûres, et ils crient tous les 3 « Sorcière, sorcière !» Mais elle est trop vieille, elle est trop fatiguée pour les rattraper. Elle peut simplement rassembler le peu de haine qui lui reste pour les insulter. Et justement, ce matin-là, elle était occupée à les insulter, lorsqu'il y a un homme, encore plus vieux, encore plus misérable qu'elle, qui toque à sa porte. Ici, Père Galère, je viens demander l'aumône à votre bon cœur et je peux vous réciter un petit poème si vous voulez. T'es qui toi? T'es pas d'ici? Qu'est-ce que tu veux? Bah reste pas là, tiens, entre! J'allais justement manger. C'est pas très bon mais au moins c'est chaud. Et ensemble, c'est bien moins bon que ce qu'on a mangé ce soir parce que c'est une sorte de vieille bouillie de poires pas mûres, comme ça qui ont cuit pendant des heures. C'est pas très bon mais au moins c'est chaud. Et à la fin, il y a Père Galère qui reprend la parole. Mère Misère, tu es la plus laide. Tu es la plus misérable, la plus pauvre de tous. Et pourtant, tu es la seule à m'avoir ouvert ta porte. Alors j'aimerais t'offrir un vœu. Un vœu? Un vœu, j'ai besoin de rien. J'aimerais que toute personne qui grimpe dans mon arbre, dans mon poirier, là, il reste coincé dedans, jusqu'à ce que je le décide. De tous les vœux possibles, c'est celui-là que tu... Oui. Alors le lendemain matin, on a nos 3 gamins qui viennent de Chamonix, comme ça, qui grimpent la montagne, qui attendent qu'elle ait le dos tourné, qui escaladent l'arbre, qui tendent la main vers les poires et paf! Ils restent bloqués dedans. Et pendant 3 jours et 3 nuits, on les a entendus hurler dans toute la vallée « Sorcière! Sorcière !» Jusqu'à ce qu'elle le décide. Ils sont plus jamais revenus, ça c'est sûr. Et là, enfin, Mère Misère, elle était bien. Enfin, elle était tranquille, elle pouvait vivre la vie dont elle a toujours rêvé. Jusqu'à ce qu'elle arrive. Toute grande. Toute noire, toute digne. La mort. C'est beaucoup trop tôt. Donne-moi 10 ans.
donne-moi 3 mois. Donne-moi 5 minutes, tiens, je peux pas partir comme ça pour mon dernier voyage. Va donc me chercher des poires, j'en aurai besoin pour la route. La mort, elle n'a pas l'habitude de se faire engueuler ni d'avoir des ordres, mais face à autant de misère, face à autant de tristesse, bon, elle fait une exception. Toujours toute grande, toute noire et toute digne, elle s'avance vers le poirier, elle tend sa main squelettique vers une poire et paf! Elle reste bloquée dedans. Et c'est vrai qu'on s'en est pas rendu compte tout de suite à Saint-Gervais. Mais on a arrêté de mourir. Plus de morts. Les mois ont passé, les années ont passé et pas de mort. Alors au début on a fait une énorme fête. C'était une preuve de plus, s'il en fallait encore une, de la supériorité de Saint-Gervais sur Chamonix et sur le reste du monde. Parce que oui, le Mont Blanc est à Saint-Gervais, tout le monde le sait. Et puis bon, la vie a continué et puis on a commencé à se poser des questions. On allait à Chamonix, et là non plus pas de mort. On est allé à Annecy, et là non plus pas de mort. Puis on s'est rendu compte que s'il n'y a pas de mort, il y a des vieux qui sont dans la rue, qui ne savent même plus ce qu'ils attendent. Il y a des jeunesses complètement névrosées, enfin, c'est les dîners de famille de l'angoisse. Et là où vraiment on s'est dit ça ne va plus, il faut changer les choses, c'est quand on a entendu que dans un petit hameau en Suisse, ils avaient fait pendant toute une nuit un pogrom anti-vieux. Ils les avaient attrapés dans leur sommeil, qu'ils les avaient lapidés sur la place publique, qu'ils les avaient même pendus par les pieds, et que même là, ils n'étaient pas morts. C'est pas possible ça. Alors, à Saint-Gervais, on a décidé de chercher la mort et de la trouver. On a cherché dans tout le village, dans toute la vallée, il y en a même un, le plus courageux de la bande, qui s'est dit « Tiens, je vais aller monter là-haut, voir la sorcière. » Et toi, sorcière, t'aurais pas vu la mort ? La mort ? Ah, ça jamais. Là, ma misère, elle s'est dit quand même, on a assez rigolé. Alors elle accepte le lendemain matin de libérer la mort, mais à une seule condition, que je décide moi-même de ma dernière heure. Ah. Et la mort, elle accepte tout de suite. Quand on l'a libérée, elle est partie comme ça en courant. En même temps, il faut la comprendre, elle a du travail en retard. Et on raconte que c'est depuis ce jour que quelque part dans les hauteurs de Saint-Gervais, il n'y a plus de poirier, mais ça a changé de nom. Ça s'appelle maintenant le gîte d'étape de Porcheraie. Et que c'est là qu'il y a toujours une porte ouverte pour le voyageur fatigué, et puis un sourire pour le passant qui a faim. Et on dit que c'est peut-être pas grand-chose, mais que ça fait toute la différence.